J'espère que ça marche. Je suis pas sûr. J'ai l'impression que le débit est pas bon ce matin. Je sais pas pourquoi. J'ai rien fait. Pourtant, je vous jure, j'ai rien fait. Bajned, c'est la revue de presse du monde moderne. Je ne sais pas si ça fonctionne ce matin. J'ai pas l'impression. Quelque chose s'est passé. Euh, Alors, café saucisson, gongona. Je lis vos commentaires, hein, puisque je ne sais pas si ça marche du tout. Mais vous allez me dire hein, si ça marche. Vous allez sans doute m'envoyer des messages pour dire que c'est bon ou c'est pas bon, mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne des masses. Ça marchote, ouais. On n'est pas sur un truc. Ça va là, ça va, sauf que c'est une image par seconde encore, hein, donc on n'est vraiment pas sur un bon débit. Je ne sais pas pourquoi. Bon, allez, c'est pas grave. On va essayer de faire cette revue de presse comme tous les matins à 9 heures ou presque, la revue de presse du monde moderne, où on va parler bien sûr de l'actualité. Alors il fait très chaud. Il fait très chaud. Hein, attention, canicule, il n'y a jamais eu autant de canicules, nous dit Libé, en quelques années. Le climat, c'est de pire en pire, évidemment. Des feux de forêt un peu partout également. Et puis, il y a le feu, il y a l'Assemblée qui brûle. Attention, il y a l'Assemblée qui brûle, c'est terrible. Regardez cette image qui fait chaud au cœur. C'est un moment de liesse à l'Assemblée nationale. Ça faisait longtemps que ça n'avait pas eu lieu. Regardez. Voilà, le somme des macronistes. Ils sont au milieu là et puis ils disent regardez, l'extrême gauche et l'extrême droite, ils sont contents, ils applaudissent, ils sont d'accord. Oui, oui, ils sont d'accord pour dire que le pass de la honte, c'est bien de la merde. D'ailleurs, il n'a pas été retoqué totalement, ce pass de la honte, ce qu'on appelle pass sanitaire en vrai. Simplement, il a été jarté pour les transports hein, aux frontières et pour les moins de 18 ans. Ça ne veut pas dire qu'il va bien sûr disparaître. Malheureusement, il faudrait aller encore plus loin, les oppositions. Allez, après une nuit comme celle-là, je pense que vous allez pouvoir aller plus loin. Le pass sanitaire, il faut s'en débarrasser. Puis bien sûr, il faut réintégrer les soignants suspendus. C'est ce qu'essaye de faire la NUPES. Alors pour les macronistes, évidemment, la démocratie, c'est ça. C'est l'heure est grave. Hein. Regardez. En s'alliant pour voter contre les mesures de protection des Français face au Covid, la FI, les RN et les RN empêchent tout contrôle aux frontières face au virus. Mon Dieu, on empêche tout contrôle aux frontières face au virus. Le virus va passer les frontières, c'est ouf ça. Passer l'incrédulité sur ce vote, je me battrai pour que l'esprit de responsabilité l'emporte au Sénat. Bats-toi bien, mais je crois que les Français déjà vous ont dit un truc hein, en mettant une assemblée où la plupart des députés ne sont pas macronistes et où maintenant, vous voyez, c'est plus une chambre d'enregistrement, ça fait mal. Alors ça fait du bien hein, de voir les larmes macronistes, le somme macroniste, de les voir là au milieu, tout perdu, en disant mais ils sont où mes Playmobil? J'ai plus mes Playmobil. Voilà, c'est assez triste, mais... c'est une chance exceptionnelle. La réintégration des soignants, c'est Éric Coquerel qui y travaille actuellement. Lui, il voulait faire passer une loi, tout simplement, pour la réintégration des soignants. Je vous lis son texte. Voilà. C'est malheureusement une manip de la présidence de l'Assemblée nationale qui reprend la délégation de l'article 40 pour maintenir la suspension des personnels soignants. Alors, c'est un peu technique, mais l'article 40 de la Constitution prévoit que les parlementaires puissent être empêchés de proposer un amendement si celui-ci constitue une charge, c'est-à-dire qu'il augmente les dépenses publiques. Désormais, ce jugement me revient en tant que président de la Commission des finances. C'est Éric Coquerel qui signe ce communiqué. Après 10 jours après mon élection, la présidente de l'Assemblée nationale outrepasse ce partage de pouvoir, reprend ce droit délégué pour juger irrecevable, malgré mon opposition argumentée, les amendements demandant la réintégration des soignants non vaccinés, au motif que cela créerait une dépense et sous prétexte qu'il faudrait de nouveau payer ces soignants. Mais vous vous rendez compte? Là, on est quand même sur un degré de dégueulasserie énorme. C'est-à-dire que réintégrer les soignants non vaccinés, ça constituerait une dépense. Et donc, non, il ne faudrait surtout pas les réintégrer. Ça, c'est la Macronie. Ça, c'est la maltraitance qu'on aime. Hein. C'est cette bienveillance qui zozote. Hein. Alors, j'ai jugé au contraire que cette dépense pouvait être interprétée comme une charge de gestion sur laquelle l'article 40 ne s'applique pas, car les personnels sont seulement suspendus. Et pour preuve, s'ils décident de se faire vacciner, injecter, disons, les produits Pfizer recommandés par l'OMS, et voilà, ils sont réintégrés. En outre, le nombre de personnes suspendues est très faible en comparaison au nombre total de soignants.
Alors ça, les chiffres sont sujets à caution. Et l'article 40 peut être interprété très largement et limiter grandement l'initiative parlementaire s'il est utilisé abusivement. J'estime que c'est le cas ici. Dans les mains de la majorité, il pourrait tenter de museler toute opposition ou d'éviter que soit mis en débat un amendement qui pourrait être majoritaire ici. C'est le débat important sur la réintégration des personnels soignants non vaccinés que nous ne pourrons pas avoir. Voilà, donc c'est proprement scandaleux. C'est ce qu'on appelle en foot de l'anti-jeu. C'est ce que fait la Macronie de manière non démocratique, enfin démocratique, puisqu'il utilise les institutions pour empêcher le débat démocratique. Là, c'est proprement scandaleux. C'est la présidente de l'Assemblée nationale qui empêche le débat sur la réintégration des soignants vaccinés au motif que cela constituerait une dépense supplémentaire alors qu'ils sont suspendus, qu'ils ne sont pas payés. C'est proprement scandaleux. Donc j'espère que ce qui s'est passé cette nuit va aller plus loin, que ce texte va être enterré une bonne fois pour toutes. Le pass vaccinal n'a pas sa place dans la République française, pas plus que ces soignants qui ont été virés depuis des mois et qui maintenant survivent comme ils le peuvent, avec bien sûr devant eux des gens qui les montrent du doigt comme des salopards, des boucs émissaires, des gens qui sont irrespectueux, des criminels même parfois. Mais pourquoi alors les soignants vaccinés non symptomatiques mais positifs au Covid vont-ils soigner dans les hôpitaux ? Parce que les urgences s'effondrent et donc on a besoin d'eux. Mais pourquoi les soignants, au début de la crise Covid, allaient-ils soigner avec des sacs poubelles, sans masque, parce qu'il n'y en avait pas et que ça servait à rien, et qu'on applaudissait gentiment sur les balcons avec des casseroles? Et pourquoi aujourd'hui les soignants non vaccinés sont montrés comme des boucs émissaires alors même qu'ils ne représentent aucun danger s'ils sont testés et qu'on montre qu'ils n'ont pas le Covid? Voilà, c'est proprement honteux, c'est un scandale, partagez un maximum. Il faut savoir que c'est ça la Macronie, empêcher le débat démocratique, même quand il a lieu. Alors, on peut se féliciter que l'article 2 ait été retoqué, que le pass vaccinal n'aura pas lieu aux frontières ni dans les transports, pas plus que pour les moins de 18 ans, mais c'est pas assez. Ce pass vaccinal, il doit disparaître une bonne fois pour toutes. Il n'a aucune raison d'exister maintenant. On a suffisamment de preuves scientifiques pour le savoir. Voilà. Alors, c'était un petit coup de gueule pour une petite mise en jambe. Il fallait bien ça ce matin pour la revue de presse, parce qu'il y avait beaucoup de choses. La nuit a été courte. Vous avez vu les débats à l'Assemblée nationale ou pas. En tout cas, heureusement que les oppositions se sont mis d'accord pour mettre à bas les mesures de protection des Français. Mesures de protection des Français. Oui, on aimerait pour ça voir la nationalisation des autoroutes. Ça, ce serait des mesures de protection des Français, davantage. Ou alors la nationalisation d'EDF, ça se passe très bien. Ça fait plaisir au marché. Vous allez voir, c'est nous qui allons payer, c'est formidable. Et puis, on va quand même pas oublier le scandale Uber. Non, Uber, pas le cousin Uber. Uber, vous savez, la petite voiture, le chauffeur, vous voulez une bouteille d'eau, des bonbons? Ça va? Ça va. Eh bien, Uber, donc cette multinationale qui a environ fait un manque à gagner de cotisations sociales de plusieurs milliards en France, puisque le principe d'emploi dissimulé permet d'éviter justement la cotisation sociale. Tout ça poussé par Emmanuel Macron, à l'époque ministre, qui se sentait pousser des ailes pour avoir plein de copains entrepreneurs. Évidemment, c'est pas scandaleux puisque c'est légal. Mais ce qui est scandaleux, c'est la déférence, la façon avec laquelle il a dealé avec le patron de Uber, lequel l'a ensuite aidé, bien sûr, à monter son petit parti En Marche. Mais tout ça, non, c'est pas grave. Parce que c'est Emmanuel Macron et qu'il est très fier de tout ce qu'il fait. Et il a raison, c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. Et voilà ce qu'il dit. Donc, il était à Grenoble hier pour l'ouverture d'une usine de ST Microelectronics, des puces, une entreprise américaine qui va venir faire quelques emplois en France. Voilà ce qu'il nous racontait hier. Comme d'habitude, il est toujours au taquet. Toujours au taquet. Alors, je crois que c'est celle-là. Je conçois tout à fait qu'il veuille s'attaquer à ma pomme. Ça fait 5 ans et demi, je suis habitué. Très sincèrement, comme disait un de mes prédécesseurs, ça m'en touche une sans bouger l'autre. Je vous le dis en toute franchise. Alors pourquoi la nuque s'offusque selon vous? Mais parce qu'ils ont perdu la boussole. Quand on croit dans la justice sociale, dans l'égalité des chances, mais il faut se battre pour que les jeunes qui viennent de milieux difficiles aient des emplois. Ça n'a jamais été leur combat. Moi, ça a été le mien. Des jeunes qui peut-être votent pour nous aujourd'hui ont eu leur emploi grâce à ça. Si on ne se bat pas pour l'éducation, la formation, la création d'innovation et donc d'opportunités économiques, on continuera d'avoir le chômage qui est encore là. Voilà, il est très content. Et puis, il y a celle-là aussi qui est parfaite. J'ai été ministre. Donc, le ministre que je suis a fait son travail. Mais simplement, on introduit une espèce d'ambiance qui consisterait à dire que voir des chefs d'entreprise, en particulier étrangers, ce serait mal. Mais je l'assume à fond. Et en vous regardant,
J'ai vu des chefs d'entreprise étrangers, l'horreur. Je les ai vus, ça a toujours été officiel, avec des collaborateurs. J'en suis fier. S'ils ont créé des emplois en France, je suis hyper fier de cela. Et vous savez quoi? Je le referai demain et après-demain. Ah, les petits points. Ah là là, on sent qu'il est énervé, que Choupinet, il est contrarié. Alors il dit, tout fait bien, j'assume, je suis fier, et je le referai. Mais évidemment, mais qui parle pas trop? Mais la NUPS a totalement perdu les pédales, hein? Faut aider les jeunes dans les banlieues à avoir des emplois. Alors c'est attention, stop, c'est pas des emplois. Non, c'est des emplois déguisés déjà, et d'une, t'as pas de vacances, t'as pas vraiment de sécurité sociale, pour la retraite t'oublies, tu dois payer ta bagnole, bref, t'as des horaires, laisse tomber. Non, c'est pas, non, c'est pas ça. Et alors le mec qui te dit que quand même, les mecs qui ont pété les pédales, c'est la NUPS, regardez la tête qu'il a, quoi. Il y a un truc il y a un truc quand même qui fait peur. Tu sens que le mec, bon, on sait qu'il a été réélu, c'est le meilleur président que la France ait jamais connu. D'ailleurs, le patron de JP Morgan le dit très bien dans une interview qu'on va lire tout à l'heure. Mais quand même, il y a un truc qui va pas. Et puis, alors après, il veut se rassurer. Donc, il s'est fait une mise en scène façon grand débat, hein, pour se dire que c'est le meilleur et qu'il est adoré. Donc, il s'est mis entouré de macronistes qui sont heureux. Regarde. Voilà. Donc là, il se rappelle les bons moments des grands débats des Gilets jaunes. Hier, on avait pas éborgné une dizaine des Gilets jaunes. Alors là, je suis content, je suis avec vous, vous êtes tous macronistes, c'est super, ouais, parce que vous aimez bien mon programme, mon projet. Alors comme c'est super, vous pouvez me prendre en photo, vous me mettre debout, vous prendre un micro, je vais me mettre en bras de chemise, parce que je suis jeune et dynamique, et je vais vous faire un petit speech sur le néo-management public. C'est simple, hein. Les Français, c'est des enculés qui veulent pas travailler, mais nous, on va les mettre au travail avec des lois simples. Hein. Et de toute façon, il y aura plus de chômage, donc ils seront bien obligés de travailler, ces connards. Voilà, merci, super, je reviens l'année prochaine, vive Grenoble, hein, et vive le travail, hein, vive le projet. Ouais, c'est super, mec, c'est super. Mais j'ai envie de dire, c'est fini le grand débat. Ça va se passer à l'Assemblée maintenant, et puis ça va peut-être être un peu plus pire en fait, hein, que tout ça. Mais je pense qu'il est dans un tel délire narcissique, ça va tellement loin, c'est tout le temps, il peut pas se remettre en cause. Sur les vaccins, sur le machin, sur sa politique, qui fait qu'on est quand même, avec un taux d'inflation incroyable, une économie qui frôle la récession. Bon, n'en parlons pas du prix de l'énergie, EDF qui va être acheté par nos soins. Merci patron. Comment peut-il faire pour continuer dans un déni toujours plus visible, finalement, entre le réel et ce que lui pense être le réel? C'est assez terrible. Mais bon, les castors nous ont filé 5 ans de ce truc. 5 ans de... Oui. Bordel. Allez, commençons la revue de presse proprement dite. Merci à vous, fidèles modernos. Vous pouvez vous abonner, bien sûr, via Twitch, ici, avec Amazon Prime, puisque c'est Jeff Bezos qui nous offre cette magnifique plateforme d'expression. Vous pouvez aussi nous suivre sur Patreon et sur plein d'autres plateformes. Partagez le lien de cette revue de presse un max, parce que c'est les vacances et qu'il y en a plein qui ne sont pas là ou qui ne savent pas qu'il y a la revue de presse. Tous ceux qui bossent, on pense à eux, qui n'ont pas le temps de la regarder, qui la voient en replay sur YouTube également. Merci. Vous pouvez aussi tout simplement nous suivre sur Twitch pour être... au courant des lives, des prochains lives. Pour ça, il suffit d'être follower. On n'est plus qu'à quelques 20 followers des 18 000 ici. Donc voilà. 15 mois d'abonnement, merci Agathe de Power, ça c'est formidable. 9 mois pour Mom75, vous êtes formidable. 3 mois pour Madame Cintré. Vous voyez, les gens restent. Hein. Généralement, ils s'abonnent et puis ils restent. C'est un truc, voilà, donc n'hésitez pas, c'est toujours bien de partager le lien de cette revue de presse sur vos réseaux sociaux, ça permet de la faire connaître, puisque à la rentrée, on va faire encore davantage de contenu. Alors, on va commencer avec les Échos pour changer. Voilà, le journal de Bernard Arnault. L'exécutif s'engage à réduire les nitrites dans l'alimentation. Alors, les nitrites, ce sont des produits chimiques qui sont classés cancérogènes depuis maintenant quasiment 7 ans. Et qui file le cancer du côlon. Et donc, il y avait une alerte qui avait été donnée déjà en 2015. L'ANSES, c'était le Centre international de recherche sur le cancer, qui avait bien classé la viande transformée telle que les charcuteries comme cancérogène. Leur consommation favorise le déclenchement de cancers colorectaux qui tuent chaque année 18 000 personnes en France. Alors, on va essayer de supprimer, non pas supprimer, mais réduire le recours aux additifs nitrés qui permettent d'éviter les salmonelles dans le saucisson et qui permettent de faire durer le saucisson, qui rendent le jambon aussi rose, plutôt qu'il ait ce ton gris de cadavres décomposés. Et donc, les nitrites, c'est de la merde. Alors,
il faut tenir, hein, pour éviter d'avoir un cancer trop tôt, il est recommandé de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes d'origine différente par jour et de limiter leur consommation de charcuterie à 150 grammes par semaine. Mais attention, parce qu'on retrouve des nitrites également dans les fruits et légumes, dans le traitement des sols, notamment les eaux usées, les eaux tout court. Donc c'est un peu terrible. Alors, selon le ministère de l'Agriculture et de la Santé, il faut savoir que le monsieur qui est au ministère de l'Agriculture et de la Santé, je ne sais plus qui c'est, quelqu'un de sa famille, non, je crois que c'est Marc Fesneau. Et l'ex du cabinet de Marc Fesneau, avant qu'il soit à l'agriculture, donc c'était le responsable de son cabinet ministériel, je ne sais pas, elle bosse maintenant pour le lobby des produits phytosanitaires, hein, des engrais et des produits chimiques pour l'agriculture. Donc tout va très bien. Donc évidemment, pour le ministère de l'Agriculture / chimie, voilà. Il n'y a pas de justification d'interdiction stricte de l'utilisation des nitrites. Hein. Pareil pour le ministère de la Santé. En même temps, les mecs, ils autorisent des trucs. Tu fais, ok. Donc, on est le pays au monde où on utilise le moins d'additifs avec le Danemark. Hein. On a déjà commencé à baisser les taux d'additifs et on va continuer à baisser. Mais tout ça est très lentement. C'est-à-dire qu'on t'empoisonne gentiment, à basse dose. On sait très bien que c'est des produits cancérogènes. Plutôt que de les interdire, on va un peu réduire. Et c'est à toi, hein, de moins manger de la merde. Après tout, t'as qu'à pas acheter de la merde, en fait. Mais j'ai pas le choix, monsieur, c'est trop cher. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. Et puis, il y a Bernard Vallat, quand même, le président de la Fédération française des charcutiers, qui juge l'avis de l'ANSES équilibré. Bon, alors quand même. Les ONG restent pour leur part sur leur faim. Foodwatch, la Ligue contre le cancer et Yuka ont demandé au pouvoir public d'interdire strictement ces additifs. Et on comprend, vu que ça file le cancer, donc ce serait la moindre des choses. Mais apparemment, non. Non, c'est équilibré. Tu peux te faire un petit cancer, t'as de la marge. Voilà, donc c'est plutôt pas mal foutu, quoi. Gaz russe, ah là là, le gaz russe, ouh, ça fout la merde. Eh bien, Berlin veut prévenir une division en Europe. Et oui, Berlin dépend quand même beaucoup du gaz russe. Et donc, ils sont obligés d'aller faire un petit tour pour dire aux voisins, écoutez, on va stocker le gaz parce qu'on n'en a pas beaucoup, du coup, on va vous en vendre moins. Hein. Donc, voilà, si jamais Nord Stream était fermé, les objectifs de stockage de l'Allemagne s'écroulerait. Et pour éviter des pénuries, elle va donc réduire le transit vers ses voisins. C'est le 21 juillet, hein, c'est la date à laquelle la maintenance du gazoduc Nord Stream devrait être achevée et les livraisons de gaz russe reprendre. Si ce n'est pas le cas, si Vladimir décide de non, ça ne reprend pas, non, on va jouer. Alors, l'Allemagne ne pourrait pas atteindre ses objectifs de remplissage des réserves pour passer l'hiver, donc ça, il commence déjà à avoir peur, mais c'est l'économie allemande qui s'écroulerait tout simplement. Et qui paralyserait tous les voisins également. C'est tendu, hein, depuis la réduction mi-juin de 60% des livraisons via Nord Stream. Mais ça, c'est les États-Unis qui demandent aux Allemands de se sacrifier, hein, pour les valeurs européennes. Et comme les Allemands ne veulent pas se sacrifier tout seuls, ils disent ce serait bien qu'on soit unis dans le sacrifice. Hein. La solidarité européenne est plus importante que jamais dans la crise énergétique actuelle. Tu dis, non, en fait. non. Je ne suis pas d'accord du tout. Je trouve ça débile. Si Ursula veut flinguer l'Europe avec des mesures stupides et que vous êtes d'accord, ça c'est votre problème. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on devrait se sacrifier avec vous, en réalité. Alors, on va faire tous des économies. Hein. L'idée, c'est qu'on fasse tous des économies avec un beau règlement européen. Hein. Les ménages sont appelés à participer à l'effort national. Une interruption permanente ou de longue durée de production industrielle du fait du rationnement des industriels en gaz aurait des conséquences catastrophiques, évidemment. Et donc, on va vous demander de ne pas vous chauffer, de ne pas mettre la clim, de ne pas manger, de faire comme d'habitude. Hein. C'est toujours votre faute parce que vous ne faites jamais ce qu'on vous demande. Alors que vraiment, hein, tout est fait pour que ce soit bien. Et quand vraiment vous ne voulez pas, bon, c'est pas grave, il y a quand même les impôts qui vous tombent sur la gueule. Donc, globalement, c'est bien fait. En cas de fermeture prolongée, donc voilà, la tension avec les voisins va se durcir. Et oui. Donc, parce qu'ils vont quand même essayer de stocker un maximum. Voilà. Donc, le vice-premier ministre, le vice-chancelier allemand est allé voir sa copine en Autriche. Il est aussi allé voir un peu à droite, à gauche autour en disant non, tout va bien se passer, vous inquiétez pas. La solidarité, donc, il ne faut pas diviser. Et il ne faut pas que l'Europe se laisse diviser par les agissements de la Russie. En fait, l'Europe se laisse diviser tout simplement par les sanctions de l'Europe. Mais bon, ça, c'est pareil, ça imprime pas. C'est comme à la 4e dose et que tout le monde a le Covid, ça imprime pas, c'est pareil. Tu as envie de dire, mais comment je peux vous expliquer, monsieur le Président? Comment je peux vous expliquer? Non, c'est embêtant parce que franchement, j'ai l'impression que vous ne comprenez pas. Mais... Donc voilà, donc inflation, pénurie, énergie trop chère, etc. Et puis alors,
Il y a quand même un projet qui est porté par la NUPES, de taxer les profiteurs de crise. En disant, mais c'est pas normal que Total s'en mette autant dans la poche, que Pouyanné prend l'avion pour faire un Paris-Nice, pour aller, ou Paris-Aix, pour aller aux rencontres d'Aix, pour expliquer que ce serait bien que les Français fassent des efforts, qu'ils soient un peu frugaux au niveau énergétique, alors que lui s'est augmenté de 52% entre 2020 et 2021, c'est le patron de Total. Et donc, à gauche, on dit, mais ce serait bien quand même de taxer ces gros profiteurs de crise qui s'en foutent plein les poches et qui nous demandent, nous, de ne pas manger, de ne pas chauffer, etc. Et tu te dis, bah oui, mais si on n'avait pas Macron, ce serait possible. Mais le problème, c'est pas un problème, parce que c'est vrai que Macron, c'est le meilleur président que la France ait jamais connu, donc je vois pas pourquoi. C'est qu'il se passe rien avec Macron, puisqu'il est là pour défendre les riches, avec Uber, avec Total, avec tout le monde. Le principe, c'est simple. Il faut que les riches s'en mettent plein les fouilles, comme ça les pauvres iront mieux. C'est d'une logique sans faille. C'est comme on va pas revenir sur les thématiques sanitaires, mais les mecs sont quand même d'une logique sans faille. C'est des génies. Donc, les Espagnols, bravo à eux, vont faire un impôt exceptionnel de 7 milliards d'euros sur 2 ans pour aider les classes moyennes à affronter l'inflation. C'est des prélèvements exceptionnels pour les compagnies électriques et les banques, ainsi qu'une série de mesures sociales pour protéger le pouvoir d'achat. Pedro Sanchez, c'est la gauche en Espagne, a annoncé, la vraie, pas la gauche, la NUPES a complètement perdu les boules. Elle veut pas aider les jeunes à pas être dealers en ayant des sous-emplois où ils sont maltraités. Je comprends pas, c'est pas la gauche ça. Moi, la gauche, c'est d'abord mon copain Bernard Arnault qui gagne plein de sous, parce que Bernard, c'est un mec dans le besoin. Enfin, c'est un vieux, quoi. Faut faire attention à lui, il fait chaud, tout ça, faut qu'il s'hydrate. Non, mais c'est terrible. Et donc, nouvelles initiatives pour rassurer les classes moyennes. Alors, en Espagne, c'est 10% l'inflation. Nous, on nous dit que c'est 6% en France, que ça tient parce que Macron est génial. Bon, il y a l'inflation réelle et l'inflation ressentie, je pense qu'on est bien au-delà. Mais là encore, attention, on attend les rapports pour plus tard. Donc, que faire alors la nouvelle taxe sur les compagnies électriques permettra à l'État d'engranger 4 milliards d'euros entre 2023 et 2024 pour financer les mesures de soutien aux classes moyennes. Ce gouvernement ne va pas tolérer que certaines entreprises profitent de la crise pour s'enrichir. Eh ouais. Et donc, les principales compagnies d'électricité sont dans le collimateur de l'exécutif. Elles ont ignoré depuis un an tous les appels à la responsabilité sociale lancés par le ministre de la Transition écologique, qui critiquent leur marge excessive. Voilà. Nous, on ne critique pas, on demande de faire des efforts. Les sociétés d'autoroute te filent 10% de rabais si tu as des chèques vacances. Levez les barrières. C'est beaucoup plus simple. Vous avez déjà fait tellement de pognon. Si vous continuez comme ça, c'est simple, on va nationaliser. C'est pas une menace du tout, mais ça me paraît logique, en fait, à un moment de dire, non, vous avez fait suffisamment d'argent comme ça en prenant les gens pour des cons. Il est temps qu'on reprenne ce qui nous appartient d'une certaine façon, puisqu'on a financé tous ces travaux avec nos impôts, avant que vous ayez un beau cadeau. Je crois que c'était époque Jospin Chirac, ce cadeau des autoroutes. Terrible, terrible. Et donc, Madrid peut et va donc taxer les profiteurs de crise, ce que nous n'aurons pas malheureusement, puisqu'on a le meilleur président que la France ait jamais connu, et lui, il n'aime pas taxer les gens qui travaillent. Voilà. L'objectif, bien sûr, c'est de répartir l'effort, tout simplement, entre ceux qui gagnent trop et ceux qui ne gagnent pas assez. Et donc d'aider le gouvernement à trouver l'argent pour les subventions, voilà, avec des aides pour les lycéens boursiers, avec des abonnements gratuits pour les transports, ça aussi c'est possible, soutenir le pouvoir d'achat. Alors là, on va discuter le paquet pouvoir d'achat avec les macronistes, ça va être misérable. C'est quoi ? On vous a dit que le carton était quasiment gratuit, il est à 1 € le kilo de carton. Alors, je vois pas où est le problème. Avec un carton, on peut se loger, se nourrir, s'habiller, se chauffer. On fait tout avec un carton. Les nouvelles mesures s'ajoutent à celles déjà annoncées, dont une nouvelle baisse de TVA sur l'électricité, un chèque de 200 € pour les foyers les plus vulnérables et le relèvement de 15% du revenu minimum vital. Le plafonnement des augmentations de loyer, ça aussi c'est possible, ainsi que la réduction de 20 centimes par litre de carburant qui seront maintenus. Nous, c'est 18 centimes, ou 16, je ne sais plus. C'était à l'époque de Jean Castex. Vous vous rappelez Jean Castex ? L'homme à l'accent chantant qui faisait des cadeaux. Bonjour, on vous offre un pass vaccinal. Oui, c'est pour vous protéger les Français. Le gouvernement appelle aussi à une consommation plus prudente. Ah oui, quand même, c'est la gauche, mais quand même, un retour au travail à distance, limitation du chauffage et de l'air conditionné. Le pays est pourtant écrasé par une nouvelle vague de chaleur. En tout cas, répartir l'effort, c'est possible. Il suffit pour ça de faire une politique où tu taxes les profiteurs de crise. Ça me paraît pas dingue, ça me paraît normal.
Et puis, toujours dans les Échos, le Canard à Nanar, Bernard Arnault, qui nous font une plongée dans les allergiques aux médias. Alors, c'est un peu vous, hein, c'est vous qui avez éteint les médias traditionnels. Et il y a plusieurs études qui montrent une montée en puissance des allergiques aux médias, qui ne s'informent que très peu par les médias traditionnels et ne montrent qu'un faible intérêt pour l'actualité, même sur Internet. Éteindre sa télé, éteindre sa radio et ouvrir la revue de presse du monde moderne, ça c'est possible. Et regardez, on s'informe tout à fait très bien. D'ailleurs, on s'informe qu'effectivement, les gens se barrent des médias mainstream. Ils en ont ras-le-bol. C'est un sondage du groupe de communication Dentsu. Un Français sur 5, 21,8%, fait partie de ces médias alternatifs, soit 9 millions de personnes qui ne lisent pas de journaux, pas du tout même pour 2/3 d'entre eux, et qui écoutent peu la radio, 34% jamais. En même temps, si c'est pour écouter Léa Salamé et Demorand le matin, c'est vrai que c'est pas super. Ou les blagues de Charline Vanhoenacker, c'est pas super. Mais qui s'intéressent très peu à la politique. 16% seulement disent la suivre. Alors ça permet aussi de rendre un peuple apolitique. C'est un peu dommage. Mais ici, on essaye de s'informer, de se divertir tous les matins, ou presque. C'est un travail intéressant, qui vous plaît visiblement, puisque vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est pour ça que je vous demande de faire la publicité, parce que c'est le bouche-oreille qui fera le succès de cette revue de presse, et puis ça permet justement de s'informer quand même, en disant, c'est affreux, hein, parce que si tu allumes le 13h, j'étais chez mon père l'autre jour, la télé, le 13h, c'est impressionnant, c'est que des micro-trottoirs. Alors, vous avez chaud? Ah bah oui, il fait chaud. Hein. Alors, vous êtes parti en vacances? Oh bah, cette année, on fait attention parce que c'est cher hein, quand même. Alors, ça va, vous aimez être pris pour un con? Ah bah oui, mais bah, à chaque fois, c'est pareil. On se fait prendre pour un con, puis on a l'impression que c'est la démocratie et tout ça. Non, mais c'est génial. C'est génial. C'est complètement pété. Il n'y a pas d'actualité, en réalité. À un moment, si tu lui montres 2-3 trucs, genre Poutine méchant, Shinzo Abe assassiné, machin. Et puis, sinon, c'est... Sur les aires de péage d'autoroute, l'heure est à divertissement, des petits machins, tu vois. Avec ce ton de... Donc je comprends la news fatigue. Hein. La structuration d'Internet comme lieu d'échange avec de nombreux réseaux sociaux favorise l'émergence de groupes qui ont le sentiment de pouvoir vivre complètement en dehors des médias. Ça, c'est un professeur en sciences de l'information à Assas, auteur d'un essai sur les fake news, qui montre, avec une autre étude de la Fondation Descartes, que 17%, un Français sur 5, n'ont consulté aucune source d'information sur Internet en 30 jours. Alors, c'est pas vous, les modernos, puisqu'on peut être considéré comme une source d'information. Nous lisons la presse mainstream tous les matins. Donc, on ne peut pas être accusé de ne pas faire d'information, bien au contraire. Pourtant, nous avions une définition assez large de l'information en incluant, par exemple, les sites de sport, de divertissement, mais aussi les médias alternatifs et toutes leurs déclinaisons sur YouTube, Twitter, Facebook. Il y a quand même 17% qui lâchent l'affaire. Ouais, bon, je peux les comprendre. Hein. Quand tu vois comme ça tourne en rond, même nous, on se dit tous les matins, on rigole, mais putain, c'est de moins en moins drôle. Hein. Enfin, ça peut rester drôle, mais globalement, c'est quand même du grand n'importe quoi. Oui, je vais boire un petit coup, merci. N'hésitez pas à nous suivre aussi, les followers. Là, ce serait bien qu'on fasse les 18 000 ce matin, ce serait formidable. Alors évidemment les journalistes, alors vous avez le portrait de Delahousse en page portrait de Libé, c'est formidable, alors, Laurent Delahousse, grand journaliste de guerre, tout ça. Alors oui, dans plein de pays ça pète de tous les côtés, Chili, Sri Lanka, etc. Comme avant le Covid en fait, on reprend là où on était resté. Hein, corruption massive, perte de pouvoir d'achat, pauvreté grandissante, précarisation. À un moment, ça pète. Hein, ça s'appelle la révolution. Alors, ils appellent ça les troubles sociaux, le chaos. Non, c'est parfois des révolutions citoyennes, tout simplement, parce qu'il faut reprendre le pouvoir à la caste des corrompus. Ça arrive dans certains pays, c'est possible, mais il ne faut pas qu'il fasse trop chaud. Attention. Donc, les allergiques aux médias, c'est vous. Lassitude. Et donc... L'intérêt déclaré pour l'information, les gens qui s'informent peu sur Internet déclarent aussi peu le faire par d'autres canaux. Une partie de la population ne passe pas par les médias pour s'informer et se contente de nouvelles rapportées par leur entourage, voire de titres croisés sur les réseaux sociaux. Et ça suffit. C'est pas d'information, mais ça, c'est une petite base informationnelle. Mais en même temps, le JT de 20h, c'est pas non plus de l'information. On voit une tendance au repli sur soi qui semble durable et qui fait peser un risque sur les médias et la démocratie. Regardez aux États-Unis, les journaux ferment à tour de bras et la société n'a sans doute jamais été aussi polarisée. C'est Éric Scherrer de Medialab qui fait un très bon boulot, Éric Scherrer, sur Medialab, sur justement l'évolution des médias. C'est vrai.
il y a un système de procuration, une sorte de confiance que les Français accordent aux institutions et ceux qui les dirigent. Ces Français s'informent peu, mais ils se disent que d'autres, des experts, des politiques, se chargent de la bonne marche de la société, ce qui explique aussi sans doute les sursauts d'intérêt ou de défiance au moment de crise comme les Gilets jaunes. Ah oui, parce que les mecs qui s'occupent de s'informer, si c'est voilà, des députés qui sont jamais là, c'est pas non plus super utile. Enfin bref, attention donc. Et puis une excellente nouvelle, les marchés s'enthousiasment pour la nationalisation d'EDF. Eh oui. Alors EDF, c'est bien, c'était une entreprise nationale d'énergie, qui était un fleuron, c'était génial. Il a fallu évidemment scinder EDF, GDF, vendre des trucs, faire que le privé arrive, tout ça. C'est l'Europe, c'est la concurrence. Pour faire baisser les prix, bon, l'énergie n'a jamais été aussi chère. Jamais la concurrence dans le secteur de l'énergie n'a fait baisser les prix pour les consommateurs. Ça, c'est de notoriété publique. Mais la doxa libérale de ces gens comme Emmanuel Macron, à l'époque, il était à Bercy, formidable, était très content de continuer à saper les services publics et les fleurons nationaux. Alors, le cours d'EDF flambe parce qu'il va être nationalisé. Les investisseurs espèrent donc une prime importante pour un retour sur investissement énorme. Donc voilà, le cours d'EDF s'est apprécié de 30%, en hausse de plus de 6% mardi à 10,3 €, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis fin 2021. Les investisseurs nourrissent donc l'espoir de recevoir une large prime de l'État français pour lui remettre les 16% du capital d'EDF qu'il ne détient pas encore. De fait, le gouvernement travaille activement sur une offre publique d'achat simplifiée, une opération qui laisse traditionnellement espérer une prime de 25 à 30% sur le cours de l'action pour les actionnaires sortants. Donc voilà, non seulement nous allons payer avec nos impôts les actionnaires d'EDF qui partent, parce que c'est bien, puisque nous allons racheter ce qui nous appartenait. C'est d'une logique sans faille. 10 milliards pour sortir de la cotation. L'État pourrait donc débourser environ 10 milliards, donc l'État c'est nous, pour sortir EDF de la cotation. C'est une information de Reuters. Cela en tenant compte du rachat des obligations convertibles, etc., avec 2 ou 3 milliards d'euros en plus. Une prime de près de 70% par rapport au cours de l'énergéticien. La veille du discours d'Elisabeth Borne, d'autres sont plus pessimistes. Le gouvernement n'a pas intérêt à verser une prime importante à des actionnaires qui n'ont aucune autre porte de sortie que la vente de leurs actions à l'État. Voilà. Le cours est très volatile. Et puis, il y a les manques à gagner infligés aux actionnaires du groupe. Alors, financer le bouclier tarifaire. L'actionnariat d'EDF inclut de nombreux salariés du groupe. Alors, Bernard Arnault sort les violons. Bien sûr, c'est pas des gens très riches, c'est des petits porteurs individuels dont le patrimoine s'est largement déprécié, des retraités. Et donc, autant de questions que devra trancher le comité d'experts avec des banques d'études, Lazard et BNP Paribas pour EDF et Société Générale et Goldman Sachs pour l'État. Tout le monde, Goldman Sachs pour l'État, oui, vous avez bien lu. Donc voilà, tout le monde va se faire des sous sur notre dos et sur le dos de l'avenir énergétique de la France. C'est merveilleux. On veut une blague à ciel ouvert. Ouais, mais c'est-à-dire qu'on laisse faire en fait. Donc évidemment, si vous informez pas, si vous votez pas, si vous laissez les mecs faire ça, c'est en roue libre, c'est un peu normal. Alors là, on a un truc assez génial. Je ne sais pas si vous êtes prêts, mais c'est le moment de faire un clip ou une capture d'écran parce qu'on va bientôt manquer du seul médicament qu'on a contre le Covid. Tension sur le paracétamol. L'Agence nationale de sécurité du médicament observe des retards d'approvisionnement des formes orales ou des suppositoires de paracétamol suite à des difficultés de production auxquelles s'ajoute une augmentation des consommations dans le contexte notamment de la 7e vague de Covid-19. Donc on va manquer de paracétamol, on avait que ça pour tous se soigner, tous éviter de mourir du Covid. Bon, alors ça va être compliqué. Non, ça va, non c'est vrai, on a le vaccin, je suis con. Et le Paxlovid. Non, on a plein de trucs en fait. Non, oubliez le paracétamol. Non, alors, globalement, signe d'une société qui s'effondre, c'est que bon, l'énergie vient à manquer, puis arrive le secteur des matières premières. Là aussi, on commence à voir les raréfactions. Et le secteur des médicaments qui s'effondre lui aussi sur la production. Et comme la mondialisation heureuse a permis que tous ces médicaments soient faits notamment en Asie, eh bien, on est totalement dépendant. On n'a pas de paracétamol. Alors, pour préserver les stocks, l'ANSM a obtenu un contingentement de la vente aux grossistes répartiteurs et de la vente direct aux pharmacies. Elle a interdit temporairement l'exportation de paracétamol, puisque son principe actif n'est pas fabriqué en France, il ne l'est plus, du moins, et c'est l'Asie maintenant. Donc vous vous rendez compte, plus de moutarde, plus de paracétamol, et après quoi? Plus de Macron?
comment on ferait? Non, ça va être très compliqué. Donc, c'est un petit entrefilet dans les Échos où tu commences à voir que ça va quand même. Mais alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, et oui, c'est là où vous êtes la meilleure commu de Twitch, vous êtes très malin. Le paracétamol, c'est souvent dans des petites boîtes en carton. Il suffira donc de manger le carton de la boîte, évidemment. Qu'est-ce que vous êtes malin, c'est génial. Donc on est quand même dans un degré d'effondrement assez poussé. Je trouve ça plutôt pas rassurant du tout. Voilà. Alors n'hésitez pas bien sûr à nous suivre sur Twitch, hein. C'est la revue de presse du monde moderne. Si vous ne connaissez pas encore, maintenant vous connaissez pour la plupart qui sont là tous les matins. On y parle de la presse. Regardez Le Parisien aujourd'hui en France, le journal de Bernard Arnault qui explique j'ai gagné 1 million et je n'ai rien dit aux enfants. Oh oui, moi j'en ai gagné plusieurs et 100 milliards, je n'ai pas dit aux enfants que j'en avais autant. Et c'est assez génial parce que ce canard t'explique comment, pour vivre riche, vivre caché. Et c'est vrai que Bernard Arnault, il s'y connaît pour vivre caché, puisque depuis qu'on arrive à suivre son jet privé, il est allé jusqu'à louer des Airbus pour ne pas qu'on puisse traquer où il allait, vu qu'il prend l'avion trop souvent hein, pour son bilan carbone. Mais il plante beaucoup d'arbres, j'aime beaucoup la nature. Et puis, comment faire de l'argent avec les vacances en louant sa voiture, sa maison, son jardin, c'est possible aussi. Voilà, il suffit pour ça d'avoir un capital. Et puis pour la première fois, 1 euro vaut 1 dollar. Alors c'est pas vraiment pour la première fois, c'est juste comme au début de l'euro. C'est-à-dire il y a 22 ans, l'euro arrivait, il valait 1 dollar. Eh bien ça y est, c'est le retour de ça. Donc il y a des gagnants et des perdants évidemment avec la politique de l'euro faible. C'est pas vraiment une politique de l'euro faible, c'est qu'ils sont un peu coincés. Décryptage. Alors les gagnants d'un euro faible, ce sont les entreprises exportatrices bien sûr qui fabriquent en euros et qui envoient leur production dans des pays libellés en dollars, États-Unis mais pays du Moyen-Orient, donc ils vont renforcer leur compétitivité. Une certaine bouffée d'oxygène pour les secteurs du vin par exemple, de l'agroalimentaire, du luxe. Ça alors, ça va encore être bon pour LVMH, c'est incroyable. De l'aéronautique aussi, hein, les jets privés c'est formidable. Mais aussi du tourisme pour gagner des parts de marché. Les perdants, ce sont plutôt les petites entreprises hein, qui n'exportent pas, mais aussi les ménages. Ouais, c'est la majorité des Français, en gros, hein, qui vont prendre cher. Et même l'État, hein, qui risque de payer cher cet euro faible. Les prix d'énergie sont libellés en dollars. Il faudra donc payer l'essence, le gaz et l'électricité plus cher dans un contexte d'inflation qui pousse déjà les prix vers le haut. Alors, il suffirait que l'énergie ne soit pas en dollars, hein, tout simplement. Il y a des gens qui proposent des solutions. Hein. Ça ne va pas être une hausse brutale, car l'euro baisse régulièrement depuis des mois. Donc ça va, on commence à s'habituer. Et les entreprises énergivores, elles devront aussi mettre la main au portefeuille. Ça va être compliqué. Comment en est-on arrivé là? Très bonne question. D'un côté, on a une Europe exposée au conflit en Ukraine et à un choc énergétique massif qui ne sait pas encore vraiment si elle subira des problèmes d'approvisionnement en gaz cet hiver. Ah, c'est Mathieu Plane qui décrypte. Moi, je pense que c'est à peu près écrit. Et que plutôt que de dire qu'on est exposé au conflit, on a choisi hein, de créer des mesures qui sont des sanctions pour tout le monde. Hein, c'est comme ça, c'est la solidarité. Alors, en face, des États-Unis sont plus éloignés du conflit, produisent leurs hydrocarbures, notamment le fameux gaz liquéfié, le gaz de schiste, hein, qu'ils essayent d'exporter un max. Au Havre, on va avoir un nouveau terminal en France pour accueillir ce gaz sale, c'est formidable, et qui puise un peu dans la réserve fédérale pour calmer l'inflation. Tout cela crée des incertitudes, évidemment, et l'euro devient moins attractif. Autre facteur aggravant, pour la première fois depuis 30 ans, l'Allemagne a enregistré un déficit commercial qui inquiète les marchés. Et oui, parce que c'est l'Allemagne qui est le faire-valoir de l'euro. On avait fait l'euro sur le mark, et les Allemands ont horreur d'une monnaie faible, donc c'était un peu ce qu'il fallait à l'euro, une bonne réputation. Or, si l'Allemagne dévisse, tout le monde suit, et ça va être assez terrible, c'est toute la zone euro qui va morfler, et le dollar donc redevient une valeur refuge. L'économie américaine semble plus stable et robuste face au choc géopolitique. Forcément, ils sont très loin. Ils créent le choc géopolitique d'un côté du monde et après ils disent « Nous, on est bien. On a notre gaz, on vous le vend. On a un pays qui s'effondre avec des guerres de classe terribles, des inégalités comme il n'y en a jamais eu. On n'a pas de système de santé. On n'a pas non plus de... Mais apparemment, c'est un Eldorado. Et puis, est-ce que ça va durer? Alors, la question qui fâche, est-ce que ça va durer? Difficile de le savoir. Ah,
Mais la spécialiste de la zone euro veut rester optimiste, hein, celle qui parlait du fait que c'est mieux en dollars. Il a des raisons de penser qu'un retour à l'équilibre interviendra lorsque la Banque Centrale Européenne relèvera ses taux. Ça, c'est pour le cœur de l'été ou la rentrée. Et donc, afin d'être en phase avec ce que la Fed fait ces derniers temps. Donc, ils se suivent, en fait. Hein, c'est du panurgisme. Ils ne maîtrisent plus rien. L'inflation est partout. Les bulles spéculatives vont exploser. D'ailleurs, très mauvaise nouvelle, hein, les SPAC, ces fonds d'investissement privés, sont en train de mettre la clé sous la porte. Il y avait un grand financier qui avait ouvert un SPAC de 4 milliards, qui a rendu l'argent aux mecs qui étaient venus en disant non, laisse tomber, c'est pas la peine. Et les fusions-acquisitions ainsi que les LBO, les leverage buyouts, sont en train aussi de tomber en flèche. Donc même la finance sent que ça va péter. Donc c'est jamais très bon quand ça se passe comme ça. Mais après, bon. Pour vivre riche, ils vivent cachés. C'est le Parisien qui a assisté à un atelier de bonne gestion financière organisé par la Française des Jeux pour les gagnants de plus de 1 million d'euros. La stratégie, n'en parler à personne. Si vous le dites aux gosses, ils en parlent à l'école. Les autres leur crachent dessus. Parfois, il y a même des kidnappings. Ça se passe très mal. Donc, si vous êtes riche, ne le dites pas. Voilà, c'est très simple. Ce que fait Bernard Arnault, il vit frugalement. Hein. Il a un jet à 72 millions d'euros, mais ça, c'est son problème. Hein. Ce n'est pas votre problème. Il a acheté un président de la République et sa femme. Ça aussi, c'est votre problème. C'est pas son problème. Enfin, non, c'est évidemment, pour vivre riche, ils vivent cachés. Et quand vous gagnez au loto, il vaut mieux pas le dire à tout le monde parce que ça se passe très mal. Et puis, rembourser les dettes, allez-y mollo, achetez plein de cartons parce que, qu'est-ce que je vais faire de tous ces cartons ? C'est incroyable. Donc voilà, c'est assez marrant. Alors, où en sommes-nous ? Excusez-moi. Ah, ça aussi, c'est de la bonne nouvelle. Ça, c'est de la bonne nouvelle qu'on aime. La carte d'identité va devenir une carte d'identité numérique. Mais pas n'importe comment. Elle va arriver sur les smartphones et sur l'iPhone. Mais oui, monsieur. Mais bien sûr. Mais comment ça, le crédit social à la chinoise ? Mais pas du tout. C'est pour faciliter les démarches administratives, du con. Hein ? Tu comprends vraiment rien. Non, alors vous faites tout pour vous rendre la vie facile et vous voyez du complot partout, c'est insupportable. Les toutes premières expérimentations d'une application hébergeant la carte nationale d'identité ont commencé et les premières fonctionnalités vont arriver en 2023. Alors, pourquoi une carte d'identité dématérialisée ? Pour mieux contrôler les Français, non ? Non, pas du tout. Nous voulons que la confiance liée au titre dans le monde physique soit transposée dans le numérique, afin de prouver son identité de manière sécurisée et garantie par l'État, explique Anne-Gaëlle Baudouin-Clerc, la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés, la NTS, qui pilote le programme avec le ministère de l'Intérieur. Derrière, tu as Klaus Schwab qui fait « Il faut tout numériser, y compris tous les humains numériques. Oui, c'est mieux en numérique, l'humain. Ça coûte moins cher. » Alors, comment ça va se passer ? Bon, il y a la carte numérique déjà avec la petite puce, et donc tu peux faire une copie de ta carte numérique certifiée au niveau national, en garantissant que les informations ne sont pas piratables ou copiables. Donc, le citoyen gardera la maîtrise de ses données personnelles qui sont chiffrées et stockées sur son smartphone et pas dans un serveur central. Donc, c'est Apple qui va être content. La CNIL a adoubé le projet à 2 reprises et des chercheurs en informatique se planchent en ce moment même pour trouver les failles de sécurité. Mais la version numérique dématérialisée de la carte d'identité n'aura pas la même valeur qu'une vraie carte d'identité. C'est formidable. Alors, il y a l'ouverture de l'espace de santé numérique, de la carte d'identité numérique, du passeport Green Pass européen numérique. Tu sens bien que plus ça va aller, plus tu vas... Bip ! Ah non, monsieur, qu'est-ce qu'il y a ? Je vois que vous avez voté pour la NUPES. Non, pas du tout. Mais si, mais c'est pas du tout dans ma carte numérique. Mais si, monsieur, on peut plus rien pour vous. Non, c'est... Comment l'obtenir ? Je vois que vous êtes aux abois. J'aimerais tellement avoir une carte d'identité numérique. Alors, il y a des bêta-testeurs. 2000 bêta-testeurs qui apportent leur retour constructif actuellement. La bêta pour les iPhones, elle, sera disponible à mi-septembre avec le nouveau système d'application d'exploitation iOS 16. Et donc, ils pourront lire la carte, mais pas toutes les infos. Enfin, c'est formidable. Ce monde de merde qu'on nous prépare est formidable. Et donc, comment l'obtenir ? C'est prévu pour le premier trimestre 2023. D'ici là, il faudra remplir plusieurs critères, comme avoir la carte nationale d'identité électronique délivrée par l'administration depuis l'été dernier. Je ne l'ai pas, tant mieux. Mais aussi avoir un smartphone compatible avec au minimum Android 8.1 et iOS 16 pour les iPhones.
Ça, il suffit de jeter son smartphone. Je pense que pour le monde de demain, c'est peut-être un geste qui va nous sauver. Puisque tout va passer dorénavant, un QR code, tout machin, par ces petits objets qui savent tout de nous et qui font que nous sommes des hamsters peu récalcitrants, ma foi. Mais attendez, c'est pas tout. Il sera nécessaire ensuite, pour s'enregistrer, d'obtenir un code PIN par courrier avec accusé de réception ou de s'authentifier via le dispositif France Connect ou un autre service administratif. Voilà. C'est compliqué. C'est pas si simple. C'est pas si simple. Mais donc, vous voyez, on est quand même... Voilà, on se plaint de plein de trucs, mais globalement, on est très bien traité par l'administration. Hein. La preuve, c'est vraiment formidable, cette petite carte numérique qui va nous permettre de faire plein de choses. C'est génial. Alors, Manuel dit avec Meta. Meta qui fait beaucoup moins de pubs en Europe, là. Mais c'est vrai que quand vous partagez l'article sur le Uber Files, tu sens qu'il est un peu shadowban. C'est étonnant. C'est étonnant. Ou pas. Le Figaro qui fait sa une sur le télescope spatial Webb qui ouvre les yeux sur l'univers. Des photos magnifiques en fait qui montrent l'univers. C'est un voyage dans le temps et dans l'espace puisqu'on voit en fait des étoiles qui sont mortes. Leur lumière nous parvient longtemps après, 13 milliards d'années, qui se sont formées peu après le Big Bang. Alors on n'aura jamais la vraie réponse du Big Bang, la racignation, comment ces atomes ont pu faire des étoiles et ces étoiles ont pu ensuite faire des astéroïdes et puis des planètes, etc. Mais on comprend que regardez, dans tout ce bazar que vous voyez là, c'est des étoiles, c'est des galaxies même, c'est des milliards et des milliards de soleils, et donc des milliards et des milliards de systèmes solaires, et donc c'est un peu ambitieux de penser qu'on est seul dans l'univers, je pense. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a des petits machins dans des petites soucoupes qui viennent nous faire coucou, mais je pense que la vie a dû trouver d'autres formes que cette forme merveilleuse, hein, qui est d'ailleurs arrivé à son paroxysme avec Emmanuel Macron, hein, quand même, qui est l'être humain, quoi, voilà, je veux dire. C'est-à-dire que c'est peut-être sur d'autres planètes, il y a peut-être des petits cafards, des machins, des termites, des surmulots, hein, peut-être une planète de surmulots, des reptiliens, que sais-je, mais pour ce qui est de l'humanité et cette excellence dans l'humanité, il n'y a qu'en France, il n'y a qu'Emmanuel Macron. Voilà. Il a fallu des siècles et des siècles. Oui, ça pourrait être un peu les moucherons s'il y avait moins de produits phytosanitaires sur le pare-brise, mais c'est fini ça, les moucherons sur le pare-brise, il y en a très peu. Pouvez-vous changer Jimite Nicolas Sarkozy pour Jimite quoi Jacques Attali. Ah non, il y a des gens qui m'ont dit qu'il fallait que j'arrête d'imiter Attali. D'ailleurs, je ne comptais pas le faire ce matin, mais puisque vous me le dites... C'est formidable. En plus, vous entendez la disqueuse, mais c'est pas grave. Alors... Jupiter, c'est l'apothéose, bien sûr. Donc voilà, donc merveilleux articles. Si vous n'avez pas vu ces photos du télescope, ça fait rêver. Et puis ça fait moins rêver, c'est les inquiétudes du PDG de JP Morgan, qui est interviewé dans le Figaro. Alors lui, il pense que la planète plonge dans une crise d'une magnitude exceptionnelle. Tranquille, hein. Bon, en même temps, c'est le patron de JP Morgan. Bon, tu dis, ouais, mais quand même. Et il y a plusieurs questions. Donc, craignez-vous une récession aux États-Unis ou en Europe ? Alors, ces défis augmentent de façon considérable la probabilité d'une récession. On pourrait assister à un atterrissage en douceur, mais cela devient de moins en moins probable. Ah, oui. Quoi ? Ah, dans la voiture. Et donc, excusez-moi, il y a des messages de service à caractère informatif. L'ampleur d'une éventuelle récession dépendra largement de la guerre en Ukraine, de ses conséquences sur les cours du pétrole et du gaz à court terme et à l'avenir. Tout cela peut provoquer une crise mondiale d'une magnitude que nous n'avions pas vue depuis longtemps. Qui est le plus vulnérable ? Sans aucun doute l'Allemagne, être au premier rang, puis l'Europe et les États-Unis. Mais les États-Unis sont indépendants sur le plan alimentaire et énergétique. L'Allemagne, en revanche... rencontre un véritable problème en raison de l'immense dépendance du pays au gaz russe. Mais pourquoi diable les Allemands obéissent-ils ainsi aux États-Unis ?
Pourquoi diable ont-ils une zone militaire de 40 000 GI postée à l'année dans leur pays? Pourquoi diable acceptent-ils de fermer Nord Stream et de prendre du gaz américain liquéfié plutôt que du gaz russe à bon marché? Pourquoi? Bah, pour les valeurs européennes, bordel, j'avais oublié. Donc voilà, la sécurité énergétique, on en est là. À défaut de pétrole, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Inde, la Chine, l'Indonésie augmentent déjà la combustion de charbon. C'est ce qui peut arriver de pire en termes d'émissions de CO2. Hein. Tout a changé le 24 février. Il ne s'agit pas que d'une question de pétrole et de gaz, mais de l'invasion d'un pays souverain par 3000 chars. Cela nous a rappelé que la sécurité nationale est une priorité absolue. Et charbon ou pas, climat ou pas, alors là, on déconne pas avec ça. Voilà. Jamie Dimon, le patron de JP Morgan, expliquait qu'il a parlé de l'accumulation de nombreux nuages qui pourraient se transformer en ouragans. Les économies américaines et européennes se portaient plutôt bien à la sortie de la pandémie, stimulées par un fort soutien budgétaire, mais les nuages se multiplient à l'horizon. Inflation, taux d'intérêt plus élevé, resserrement monétaire, guerre en Ukraine, hausse des prix du pétrole, du gaz, etc. Voilà, ça va être le sujet des économies. Et puis, quand même, comme c'est le président de JP Morgan, qu'il est d'une intelligence supérieure, qu'il est assez exceptionnel, il est bien sûr venu au sommet de Choose France, organisé par Emmanuel Macron, l'être humain le plus exceptionnel que la planète ait jamais connu, y compris la France. Et vous étiez au sommet de Choose France à Versailles. Selon vous, la France est-elle plus attractive qu'il y a quelques années? Ah! Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, un travail extraordinaire a été accompli en France. Des réformes relatives aux taxes ou encore au marché du travail ont été menées au bénéfice des Français. Il y a ici un vivier d'innovateurs qui n'existait pas il y a 10 ans. Beaucoup de licornes, c'est formidable. La France est devenue très attractive pour le business. Le business. C'est JP Morgan, nos équipes à Paris sont passées de 260 à près de 900 personnes. Ouais. C'est lié en partie au Brexit. Mais pas seulement. Vous avez un président très compétent, entouré d'une équipe de très bon niveau. Le fait qu'il n'ait qu'une majorité relative au Parlement n'est pas inquiétant. C'est une situation normale en démocratie. La démocratie, c'est lui. C'est le patron de JP Morgan. Donc voilà, donc il est très content. Il se dit, non, il a fait un boulot super pour les Français. Hein. Vous n'avez plus de chômage, vous n'avez plus de retraite. C'est génial. Par contre, pour le business, c'est super. Mais pour le Français aussi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est génial. Merci, merci, merci Jamie. Merci. Alors, c'est pas Jamie, c'est Jamie. Choose Macron, hein. C'est voilà. Donc lui, il a choose Macron et il a bien raison. Hein, voilà. Donc c'est de toute façon en 2022 et globalement pour ce 21e siècle qui s'ouvre, vous n'avez que deux options devenir actionnaire ou bien devenir révolutionnaire. Deux options drastiquement opposés, hein. C'est même deux modes de vie très différents, mais qui ne sont pas antinomiques. Hein. Vous pouvez être révolutionnaire, actionnaire de la révolution, ou bien actionnaire révolutionnaire. Macron a écrit un bouquin qui s'appelle Révolution, par exemple. Je mes conseils d'ailleurs, c'est un très bon livre que j'ai lu, je trouve ça excellent. Comme tout ce que fait Emmanuel Macron d'ailleurs. Donc voilà, merci Jamie, merci de Choose France. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à Versailles, t'as pas de caméra, là, t'as rien. Ça se passe tranquille, ça mange du perdreau, mais loin des caméras et des micros. Hein. Faut pas embêter ces gens-là. Ces gens-là, regardez. Oh, la NUPS! Mais ça va pas? Vous avez complètement perdu la boule, la gauche. Moi, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ah! Mais ça va pas de dire des trucs pareils. Quand Chirac disait ça, il le disait de manière privée, et c'était relaté. J'ai pas tout à fait que le ministre que je suis a fait son travail 5 ans et demi. Mais ça... On va l'enlever. Qui dit ça tout simplement, tout naturellement, comme si c'était... Ah, je vais faire Popu, tiens. Tiens, je vais sortir du Chirac. Comme quand il était allé en Israël, il avait essayé de faire du Chirac à Jérusalem. C'était très mauvais. Voilà, c'était donc la revue de presse du Monde Moderne. Elle était datée du mercredi 13 juillet 2022. Le pass sanitaire, donc toujours en vigueur, comme ça, mais pas aux frontières, pas pour les moins de 18 ans. On verra où ça nous mène tout ça. Attention, ne mangez pas trop de charcuterie à cause des nitrites. Et puis, ah oui, c'est vrai qu'il a passé de la moumoute du candidat à la moumoute du président. Il a mis la prise moumoute, c'est beaucoup mieux. Et puis n'oubliez pas, attention, ne perdez pas la boule, restez quand même. Non, ça c'est quoi ça? Non, ça c'est... Mon Dieu. Ne perdez pas trop la boule. Voilà.
On reste zen, on boit frais, on s'hydrate, c'est la canicule, on fait attention à nos aînés, Jacques Attali, tout ça. Et puis, on se retrouve, je ne sais pas, peut-être demain, peut-être pas, c'est la revue de presse du Monde Moderne. Demain, c'est le 14 juillet, donc je ferai peut-être plutôt une spéciale allocution du président, parce qu'il va nous faire une interview demain à la garden party de l'Élysée. Donc, il va y avoir une belle interview où il va expliquer que « mais merde, mais ils en ont rien à foutre !» Mais franchement, il faut tout expliquer. Hein. Franchement, j'en ai marre. Les Français, c'est vraiment, j'en ai marre. Donc, je vais tout vous réexpliquer. Pas de retraite, pas de chômage, du business des licornes. C'est facile. Ça risque d'être beau. Ça risque d'être une très belle interview. Donc, peut-être j'en ferai un débriefing. On verra. En tout cas, merci à vous tous. Merci aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui sont là depuis 15 mois maintenant. Merci à nos followers également. Nous sommes bientôt 18 000 ici sur cette chaîne Twitch. Et puis à demain. En direct sur le défilé. Non. Le Figaro a fait toute une infographie sur le défilé. Je vous ai évité ça. Mais c'est magnifique parce qu'il t'explique quel bataillon. Alors, tu as le bataillon cyberespace qui va être là, tu as les tanks, les machins. Nous, on a plein d'avions aussi, on a tous les gros avions, machin. C'est un défilé qui va être placé sous le signe de l'OTAN et de l'Ukraine, évidemment, pour montrer qu'on a plein d'armes de destruction massive, y compris des canons César. Mais je ne vais pas faire le défilé du 14 juillet en direct. Non, je vais... Évitons. Mais on fera plein d'autres choses, vous inquiétez pas. Allez. Ciao, bonne journée, prenez pas tout ça trop au sérieux, il faut dire que c'est de plus en plus difficile, je ne m'en cache pas. À demain, ciao.